Le 10 août 955, dans les plaines bavaroises près d'Augsbourg, une armée de cavaliers venus des steppes d'Asie s'apprête à écraser ce qui reste de la chrétienté occidentale. Depuis 60 ans, ces guerriers magyars sèment la terreur de l'Italie jusqu'au Danemark, pillant monastères et cités avec une brutalité inimaginable. Leurs raids ont transformé l'Europe en un vaste champ de ruines. Mais ce jour-là, un homme va mettre fin à cet apocalypse. Son nom, Othon Ier de Germanie. L'année 895 marque l'arrivée d'un cauchemar pour l'Europe. Les Magyars, peuple de cavaliers nomades originaires de l'Oural, franchissent les Carpates et s'installent dans le bassin du Danube. Ces guerriers aux yeux bridés parlent une langue étrange, sans rapport avec les langues européennes. Leur apparence physique rappelle celle des Huns d'Attila, et cette ressemblance suffit à glacer le sang des populations. Certains pensent qu'ils sont les descendants directs du fléau de Dieu lui-même. La terreur qu'ils inspirent est telle que le mot « ogre » pourrait venir du terme hongrois, même si cette étymologie reste incertaine. Leur mode de vie repose entièrement sur le cheval et la guerre. Dès l'enfance, les garçons magyars apprennent à chevaucher avant même de marcher correctement. À 5 ans, ils manient déjà l'arc composite, cette arme redoutable fabriquée à partir de bois, de cornes de yak et de tendons séchés. À 10 ans, ils peuvent tirer en pleine course, se retournant sur leur selle pour décocher des flèches mortelles tout en s'éloignant de l'ennemi. Cette technique, appelée tir-part, deviendra leur signature meurtrière. Les Magyars vivent de l'élevage de chevaux et de moutons, mais leur société nomade ne produit pas les richesses qu'offre l'Europe sédentaire. Ils ont besoin d'or, d'argent, de tissus précieux, d'armes de qualité. Pour obtenir tout cela, une seule solution, le pillage. Et l'Europe carolingienne, déchirée par les guerres intestines après la mort de Charlemagne, leur offre un terrain de chasse idéal. En 899 commence la première grande vague de raids. Une armée magyare traverse la Bavière et pénètre en Italie du Nord. Les chroniqueurs décrivent des scènes d'horreur absolue. Les Magyars ne cherchent pas à conquérir des territoires, ils veulent tout simplement voler ce qu'ils peuvent emporter et détruire le reste. Monastères et églises constituent leur cible privilégiée, car ces lieux accumulent des trésors considérables. Les moines qui tentent de résister sont massacrés sur place, souvent après avoir subi des tortures raffinées. Le système de défense carolingien s'effondre face à cette menace. L'armée franque, redoutable face à des adversaires conventionnels, ne peut rien contre la mobilité des cavaliers magyars. Ces derniers refusent systématiquement le combat frontal. Ils harcèlent l'ennemi avec leurs arcs, maintiennent leur distance et disparaissent avant qu'on puisse les rattraper. Leurs petits chevaux de steppe, résistants et endurants, peuvent chevaucher pendant des jours avec peu de nourriture. La cavalerie lourde franque, montée sur de gros destriers gourmands en fourrage, s'épuise rapidement à les poursuivre. En 907, les Magyars infligent une défaite catastrophique aux Bavarois près de Bratislava. Le royaume de Grande Moravie, qui tentait de leur résister, s'effondre complètement. Cette victoire ouvre grand les portes de l'Occident. Les raids deviennent annuels, méthodiques, dévastateurs. En 910, ils écrasent l'armée de Louis l'Enfant, roi de Francie orientale, lors d'une première bataille près du Lech. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Les chroniques monastiques de cette période dressent un tableau apocalyptique. En 910 à 7, les Magyars atteignent Bâle et massacrent l'évêque Rodolphe II. Ils incendient la ville de Fond-en-Comble. En 926, ils s'attaquent au monastère de Saint-Gall en Suisse, l'un des centres intellectuels les plus importants d'Europe. Une recluse nommée Wiborada a une vision prémonitoire de l'attaque. Grâce à elle, les moines parviennent à mettre la précieuse bibliothèque à l'abri sur l'île de Reichenau. Mais Wiborada elle-même périt lors du raid. Le monastère est réduit en cendres. Entre 910 à 7 et 925, les Magyars poussent jusqu'en Provence, traversent l'Alsace, pénètrent en Bourgogne. Ils atteignent même les Pyrénées. Aucune région d'Europe occidentale n'échappe à leur fureur. Ils remontent jusqu'en Saxe et au Danemark. Leur territoire de chasse s'étend désormais du sud de l'Italie jusqu'au rivage de la mer du Nord. Les populations vivent dans une terreur permanente. Dès qu'on aperçoit au loin un nuage de poussière soulevé par des cavaliers, les cloches sonnent le tocsin et les gens fuient vers les forêts ou se barricadent dans les églises fortifiées. La tactique magyare repose sur plusieurs principes redoutables.
D'abord, la rapidité. Leurs armées peuvent parcourir jusqu'à 100 km par jour, changeant constamment de direction pour dérouter leurs poursuivants. Ensuite, le renseignement. Les Magyars envoient des éclaireurs partout, recrutent des informateurs locaux, parfois sous la contrainte, parfois en échange d'or. Ils connaissent toujours à l'avance la position des armées ennemies et les richesses de chaque région. Enfin, la terreur psychologique. Ils laissent derrière eux des villages entiers massacrés, des cadavres mutilés exposés sur les routes pour terroriser les populations. Leur méthode de combat est tout aussi efficace. Ils attaquent à l'aube ou au crépuscule, quand la visibilité est faible. Leurs archers montés se déploient en demi-cercle, criblant l'ennemi de flèches tout en maintenant une distance de sécurité. Si l'adversaire charge, ils se dispersent immédiatement, feignent la fuite, puis se retournent brusquement pour contre-attaquer quand la cavalerie ennemie est désorganisée et épuisée. Cette tactique de la fausse retraite a fait tomber des dizaines de commandants européens dans des pièges mortels. Les Magyars ne prennent jamais de risques inutiles. Ils évitent les places fortes bien défendues, préférant des cibles plus faciles. Quand ils rencontrent une résistance sérieuse, ils contournent l'obstacle et frappent ailleurs. Cette guerre d'usure épuise les défenseurs, qui doivent protéger simultanément des centaines de sites. Les seigneurs locaux sont impuissants. L'autorité royale carolingienne, morcelée en dizaines de principautés rivales, ne peut coordonner aucune défense efficace. Les prises de captifs constituent un aspect crucial des raids magyars. Ils capturent des milliers de prisonniers qu'ils revendent comme esclaves sur les marchés de Constantinople ou aux marchands musulmans. Les hommes robustes sont vendus pour le travail forcé, les femmes pour les harems, les enfants comme domestiques. Cette traite des esclaves enrichit considérablement les chefs magyars. Certains prisonniers sont aussi gardés pour servir les Magyars eux-mêmes, notamment dans l'agriculture, car ces nomades ne cultivent pratiquement pas la terre. Le butin accumulé pendant ces décennies est colossal. Les chroniques mentionnent des trésors d'églises entiers emportés vers la Hongrie, des charrettes remplies d'or et d'argent, des milliers de têtes de bétail. Les chefs magyars deviennent immensément riches. Ils commencent à adopter certains éléments du mode de vie européen, apprécient les tissus fins, les armes de qualité, les objets de luxe. Cette acculturation progressive aura son importance pour la suite de leur histoire. En 933, un tournant se produit. Henri Ier l'Oiseleur, roi de Germanie et père d'Othon, inflige une sévère défaite aux Magyars en Saxe. C'est la première victoire significative depuis le début des raids. Henri a compris qu'il faut abandonner les tactiques carolingiennes traditionnelles. Il fait construire des forteresses, organise une cavalerie plus légère et plus mobile, et surtout, il achète la paix en payant un tribut annuel aux Magyars. Cette trêve lui donne le temps nécessaire pour réorganiser son armée et fortifier ses frontières. Henri l'Oiseleur meurt en 936. Son fils Othon lui succède. Le nouveau roi a 34 ans et possède déjà une solide expérience militaire. Il a accompagné son père dans les campagnes contre les Magyars et les Slaves. Il connaît leurs tactiques, leurs points faibles, leur mentalité. Othon va passer les 20 premières années de son règne à consolider son pouvoir en Germanie, soumettant les ducs rebelles un par un, établissant son autorité sur la Bavière, la Souabe, la Franconie. Il place ses fidèles aux postes clés, notamment des évêques qui lui doivent tout et qui administrent efficacement leur territoire. Othon comprend que la force militaire seule ne suffit pas. Il mène une politique matrimoniale habile, mariant sa sœur Edwige à Hugues le Grand, puissant seigneur de Francie occidentale. Il établit des relations diplomatiques avec la papauté, avec Byzance, avec les royaumes d'Italie. Il veut devenir plus qu'un simple roi de Germanie. Il rêve de restaurer l'empire de Charlemagne, de redevenir empereur d'Occident. Mais pour cela, il doit d'abord éliminer la menace magyare qui pèse sur son royaume depuis 6 décennies. En 938, Othon remporte une nouvelle victoire contre les Magyars. C'est un succès encourageant mais pas décisif. Les raids continuent, moins fréquents peu, êtres, mais toujours aussi dévastateurs. Les Magyars testent les défenses germaniques, cherchent les failles, adaptent leurs tactiques. Ils savent qu'Othon représente un adversaire plus dangereux que ses prédécesseurs. Ils préparent une opération de grande envergure pour briser définitivement sa puissance. L'année 954 marque un tournant stratégique.
les chefs magyars décident de lancer un raid massif contre le cœur même du royaume germanique. Cette fois, il ne s'agit pas d'une simple expédition de pillage. L'objectif est politique, détruire l'armée d'Othon, affaiblir son autorité, peut être même le tuer. Si Othon tombe, le royaume germanique retombera dans l'anarchie et l'Europe occidentale restera ouverte aux raids pour des générations. Les Magyars mobilisent une armée considérable. Les chroniques médiévales parlent de 50 000 hommes, un chiffre probablement exagéré, mais qui reflète l'ampleur de la mobilisation. Les estimations modernes suggèrent entre 8 000 et 10 000 cavaliers, ce qui reste une force impressionnante pour l'époque. Tous les clans magyars participent à l'expédition. Le commandement est confié à Bulxu, leur orca chef militaire, un guerrier expérimenté qui a mené des dizaines de raids victorieux. À ses côtés se trouvent d'autres chefs prestigieux. Le Hel, célèbre pour sa cruauté, et Sur, réputé pour sa ruse tactique. L'armée magyare se met en route au début de l'été 955. Ils traversent la Bavière, évitant soigneusement les forteresses bien défendues. Leur objectif est Augsbourg, ville prospère située sur la route commerciale entre l'Italie et la Germanie. Augsbourg possède une importante garnison et des murailles solides. Mais sa richesse en fait une cible de choix. Surtout, sa chute ouvrirait la route vers le cœur du royaume d'Othon. À Augsbourg, l'évêque Ulrich organise la défense. Cet homme de 50 ans n'est pas seulement un prélat, c'est aussi un administrateur compétent et un chef militaire capable. Il fait renforcer les murailles, stocke des provisions, rassemble tous les hommes valides. Il envoie aussi un messager urgent vers Othon, qui se trouve alors en Saxe. Le message est clair, Augsbourg est assiégé par une armée magyare gigantesque. Si le roi ne vient pas immédiatement, la ville tombera. Othon reçoit la nouvelle fin juillet. Il doit prendre une décision cruciale. S'il marche au secours d'Augsbourg avec une armée trop petite, il risque l'anéantissement. S'il attend de rassembler toutes ses forces, Augsbourg sera peu, être déjà tombé. Et s'il ne bouge pas, son prestige sera ruiné et les Magyars auront gagné sans même avoir à le combattre. Othon choisit l'audace. Il va secourir Augsbourg, mais il va d'abord mobiliser la plus grande armée qu'il peut rassembler en un temps record. Le roi envoie des messagers dans tout son royaume, aux ducs de Bavière, de Souabe, de Franconie, de Lorraine, aux évêques, aux abbés, aux grands seigneurs. Tous doivent venir avec leur contingent. La réponse est surprenante. Malgré les rivalités, malgré les révoltes passées, les grands du royaume répondent à l'appel. Ils comprennent que cette fois, il ne s'agit pas d'une querelle dynastique, mais de la survie même de la chrétienté occidentale. Si Othon tombe, personne ne sera épargné. Le duc Conrad de Lorraine arrive avec 1000 cavaliers lourds, l'élite de son armée. Le duc Henri de Bavière, frère d'Othon, amène ses propres forces. Burchard, duc de Souabe, mobilise ses meilleurs chevaliers. Les évêques de Mayence, de Cologne, d'Augsbourg rassemblent les vassaux de leurs immenses domaines ecclésiastiques. En quelques semaines, Othon dispose d'une armée de 8 000 à 10 000 hommes. Les chroniques médiévales gonflent ce chiffre, parlant parfois de 30 000 ou même 50 000 guerriers, mais les historiens modernes estiment que le roi germanique n'a jamais pu aligner plus de 10 000 combattants. La composition de cette armée mérite attention. Le cœur en est constitué par la cavalerie lourde germanique. Ces cavaliers portent des cottes de mailles qui descendent jusqu'aux genoux, des casques coniques parfois ornés d'un nasal pour protéger le visage, et de grands boucliers en bois recouverts de cuir et renforcés de métal. Ils manient des lances de 3 mètres de long et des épées à double tranchant. Ces hommes représentent l'aristocratie germanique, des propriétaires terriens assez riches pour s'équiper à leurs frais et entretenir plusieurs chevaux de guerre. Leurs montures sont des destriers massifs, capables de porter le poids combiné d'un homme en armure complète et de son équipement. Ces chevaux ne sont pas rapides, mais ils sont puissants. Lancés au galop, ils forment une masse d'acier et de chair, capable de briser n'importe quelle ligne d'infanterie. La charge de la cavalerie lourde constitue l'arme principale des armées européennes depuis l'époque carolingienne. C'est le marteau qui écrase l'ennemi. L'armée d'Othon comprend aussi de l'infanterie, mais son rôle est secondaire. Ces fantassins servent surtout à protéger le camp, à garder les bagages, à achever les ennemis blessés après la bataille.
Dans un affrontement mobile contre des cavaliers magyars, l'infanterie serait un handicap plus qu'un atout, Othon le sait. Cette bataille sera décidée par la cavalerie, et par elle seule. Le roi germanique organise son armée en 8 divisions, suivant le modèle carolingien traditionnel. Chaque division compte environ 1000 hommes, sous le commandement d'un grand seigneur. Cette organisation permet une certaine flexibilité tactique, tout en maintenant la cohésion. Les divisions peuvent manœuvrer indépendamment si nécessaire, mais l'objectif reste de les garder groupées pour maximiser l'impact de la charge. Le 7 août 955, l'armée d'Othon se met en marche vers Augsbourg. Les hommes savent ce qui les attend. Ils ont tous entendu les histoires terrifiantes sur les Magyars. Beaucoup ont perdu des proches lors des raids précédents. La tension est palpable. Othon circule parmi ses troupes, leur parle, les encourage. Il leur rappelle qu'ils combattent pour défendre leur foyer, leur famille, leur foi. Il leur promet que Dieu est avec eux, que le Christ lui-même guide leur lance. Le roi fait aussi une promesse pratique. Tous ceux qui combattront avec courage seront récompensés. Terre, or, promotion. Othon sait motiver ses hommes. Il comprend que la fidélité s'achète autant qu'elle se gagne sur le champ de bataille. Les seigneurs qui le suivent espèrent s'enrichir avec le butin que les Magyars ont certainement accumulé dans leur camp. Car ces nomades transportent avec eux les trésors pillés lors de leurs raids. Vaincre l'armée magyare, c'est aussi s'emparer d'une fortune colossale. Pendant ce temps, à Augsbourg, la situation devient critique. Les Magyars ont établi un siège en règle. Ils ont cerné la ville, coupé toutes les routes d'approvisionnement et lancent des attaques quotidiennes contre les murailles. Leurs archers criblent les défenseurs de flèches. Ils utilisent aussi des machines de siège rudimentaires, tentant d'ouvrir une brèche dans les fortifications. L'évêque Ulrich mène la défense avec une énergie remarquable. Il est partout, encourageant ses hommes, organisant les contre-attaques, veillant à ce que personne ne perde espoir. Les défenseurs résistent avec acharnement, mais ils s'épuisent. Les pertes s'accumulent. Les réserves de nourriture diminuent. Pire encore, un traître ouvre une des portes de la ville aux Magyars. Un groupe de cavaliers ennemis pénètre dans Augsbourg et commence à piller. La situation semble désespérée. Mais Ulrich réagit instantanément. Il rassemble tous les hommes valides, lance une contre-attaque furieuse et parvient à repousser les Magyars hors de la ville. La porte est refermée, le traître capturé et exécuté sur le champ. Augsbourg tient toujours. Cette résistance héroïque fait gagner le temps nécessaire. Le 9 août au soir, les guetteurs d'Augsbourg aperçoivent au loin une immense colonne de poussière. C'est l'armée d'Othon qui approche. Les cloches de la cathédrale sonnent à toute volée. Sur les murailles, les défenseurs exténués poussent des cris de joie. Les Magyars, eux, comprennent que le piège se referme. Ils doivent maintenant faire face à une armée de secours considérable. Bulxu ordonne immédiatement de lever le siège et de se préparer au combat. Le 10 août 955 au matin, les deux armées se font face dans la plaine du Lechfeld, au sud d'Augsbourg. Le Lechfeld est un terrain relativement plat, parcouru par la rivière Lech et parsemé de quelques bosquets. C'est un terrain idéal pour la cavalerie, sans obstacle majeur qui pourrait gêner les manœuvres. Les Magyars occupent une position légèrement surélevée, donnant sur la plaine. Ils ont disposé leurs forces en plusieurs groupes distincts, conformément à leur tactique habituelle. Othon arrive avec son armée dans la matinée. Il observe longuement les positions ennemies. Il sait que les Magyars, excellents dans la guerre mobile, qu'ils vont essayer de l'attirer dans un piège, de disperser ses forces. Il doit donc maintenir la cohésion de son armée, coûte que coûte. Pas de poursuite inconsidérée, pas de division isolée. Tout le monde reste groupé, discipliné, patient. Le roi organise ses forces en colonne de marche avec la caravane des bagages au centre. Cette caravane contient les provisions, les tentes, les réserves de flèches, tout le matériel nécessaire à l'armée. Elle est gardée par 2 divisions de cavalerie. Les 6 autres divisions forment l'avant-garde et les flancs. C'est une formation défensive, mais qui peut rapidement se transformer en dispositif offensif. Les hommes d'Othon sont nerveux. Ils scrutent les lignes ennemies, essayant d'évaluer le nombre des Magyars. Les cavaliers nomades se déplacent constamment, rendant impossible toute estimation précise. Leurs chevaux hennissent, piaffent, l'air vibre de tension. Les 2 armées s'observent, se jaugent. Chaque commandant cherche la faille dans le dispositif adverse.
Othon fait dire une messe par les évêques qui accompagnent l'armée. Les soldats prient, se signent, embrassent leur crucifix. Le roi brandit une relique, probablement un fragment de la vraie croix, et la montre à ses troupes. Il déclare que Dieu combattra à leur côté, que le Christ lui-même les protégera des flèches païennes. Cette dimension religieuse est cruciale. Les hommes d'Othon se considèrent comme les défenseurs de la chrétienté contre les hordes barbares venues d'Asie. Vers midi, les Magyars lancent leur première attaque. Un groupe de cavaliers se détache de leur ligne et fonce vers l'arrière-garde d'Othon. C'est une manœuvre classique de leur tactique. Frapper là où l'ennemi ne s'y attend pas, désorganiser sa formation, créer la panique. Les cavaliers magyars galopent à bride abattue, poussant leurs cris de guerre stridents qui glacent le sang des Européens. Arrivés à portée de tir, ils décochent une pluie de flèches sur les divisions arrière. La flèche d'un archer magyar peut transpercer une cotte de mailles à 75 mètres. Leurs arcs composites, fabriqués selon une technique ancestrale héritée des Huns, développent une puissance considérable. Les guerriers magyars portent généralement 2 carquois contenant chacun 30 flèches, soit 60 projectiles par cavalier. Avec 8 000 à 10 000 archers, cela représente une capacité de feu dévastatrice. Les 2 divisions arrière d'Othon, commandées par Conrad de Lorraine et Henri de Bavière, encaissent le choc. Des hommes tombent, transpercés, des chevaux s'effondrent. Mais la discipline germanique tient bon. Les cavaliers resserrent leurs rangs, lèvent leurs boucliers, forment une muraille de bois et de métal. Les flèches rebondissent sur les armures ou se fichent dans les boucliers. Les pertes sont limitées. Puis les Magyars commettent une erreur fatale. Voyant la caravane des bagages faiblement défendue, plusieurs centaines de cavaliers mettent pied à terre et se précipitent pour la piller. C'est la tentation du butin qui les perd. Ces guerriers, habitués à voler sans résistance, ne peuvent résister à la perspective de s'emparer des richesses germaniques. Ils abandonnent leur position tactique, se dispersent parmi les chariots, commencent à fouiller les coffres. Othon voit immédiatement l'opportunité. Il ordonne à Conrad de Lorraine de lancer une contre-attaque contre ces pillards. Conrad rassemble ses 1000 cavaliers, forme une ligne de charge serrée et fonce. Les Magyars à pied, encombrés par leur butin, n'ont aucune chance. La cavalerie lourde les écrase littéralement. Les lances germaniques transpercent les armures légères des nomades. Les épées fendent les crânes et les membres. En quelques minutes, plusieurs centaines de Magyars sont tués. Les survivants tentent de remonter en selle et de fuir, mais beaucoup sont rattrapés et massacrés. Cette première victoire redonne confiance aux hommes d'Othon. Ils viennent de prouver que les Magyars ne sont pas invincibles, mais le roi sait que le combat principal reste à venir. Bulxu n'a engagé qu'une fraction de ses forces. Le gros de l'armée magyare est toujours intact, attendant le moment propice pour frapper. Othon profite de ce répit pour réorganiser son dispositif. Il abandonne la formation de marche et déploie ses divisions en ligne de bataille. Les 8 divisions forment maintenant un front uni, avec les troupes les plus expérimentées au centre et sur les ailes. Le roi se place lui-même au centre, entouré de ses meilleurs guerriers, l'élite de la noblesse saxonne. Il brandit sa lance ornée de l'aigle impérial, symbole de son autorité. Tous les regards se tournent vers lui. Les Magyars, qui observent ce déploiement, comprennent que le moment décisif approche. Ils ne peuvent plus se contenter de harcèlement. Ils doivent briser cette armée ou renoncer à leurs ambitions. Bulxu consulte ses lieutenants. La décision est prise. Ils vont attaquer en masse, submerger les Germains sous un déluge de flèches, puis profiter de la désorganisation pour achever les survivants au corps à corps. L'armée magyare se met en mouvement. Des milliers de cavaliers avancent au trot, puis au galop. Ils se déploient en arc de cercle, cherchant à envelopper les flancs d'Othon. Leurs archers commencent à tirer tout en galopant, créant une tempête de projectiles. Le ciel s'obscurcit littéralement sous les nuées de flèches. Le sifflement des traits fend l'air. C'est une vision terrifiante. Mais les hommes d'Othon ont été préparés à ce moment. Ils gardent leurs rangs serrés, boucliers levés, chevaux immobiles. Les flèches pleuvent sur eux comme une averse mortelle. Certaines perçant les armures, tuent des hommes. D'autres rebondissent sur les côtes de mailles ou se fichent dans les boucliers. Les chevaux de guerre, entraînés pour la bataille, restent stoïques malgré le vacarme. Les cavaliers germaniques encaissent le déluge de fer sans rompre la formation. Cette discipline est le fruit d'années d'entraînement.
La cavalerie lourde germanique n'est pas une simple masse de chevaliers individuels. C'est une force organisée, hiérarchisée, obéissant à des ordres précis. Chaque seigneur commande sa propre unité, mais tous suivent les directives du roi. Cette cohésion tactique fait toute la différence face à un ennemi qui privilégie la mobilité individuelle. Les Magyars continuent leur harcèlement, tournant autour de l'armée germanique, cherchant un point faible. Ils utilisent leur tactique éprouvée de la fausse retraite. Un groupe charge, tire ses flèches, puis fait demi-tour en simulant la panique. L'objectif est d'attirer une partie des forces d'Othon à la poursuite, puis de les encercler et de les détruire. Cette ruse a fonctionné des dizaines de fois contre des adversaires moins disciplinés. Mais Othon ne mord pas à l'hameçon. Il a donné des ordres stricts. Personne ne poursuit l'ennemi sans commandement explicite. Les divisions germaniques restent immobiles, compactes, impénétrables. Les Magyars s'énervent. Leur tactique habituelle ne fonctionne pas. Ils commencent à gaspiller leurs flèches sans résultat décisif. Leurs chevaux, plus petits et moins résistants que les destriers germaniques, commencent à montrer des signes de fatigue. Bulxu comprend qu'il doit modifier sa stratégie. Il ordonne une charge massive sur le centre de la ligne germanique, là où se tient Othon lui-même. Si le roi tombe, l'armée se désintégrera. Les Magyars rassemblent leurs meilleures unités, les guerriers d'élite qui ont survécu à des dizaines de batailles. Ces hommes portent des armures de cuir laqué renforcées de plaques métalliques, bien supérieures à l'équipement léger de la cavalerie magyare ordinaire. La charge commence. Des milliers de cavaliers foncent vers le centre germanique, hurlant leurs cris de guerre, brandissant leurs lances et leurs sabres. C'est un spectacle impressionnant. Le sol tremble sous les sabots, le vacarme est assourdissant. Les hommes d'Othon serrent les dents, agrippent leurs lances, se préparent au choc. Au dernier moment, Othon donne l'ordre qu'attendaient ses cavaliers. Chargez. Les 8 divisions germaniques s'ébranlent simultanément. Les lourds destriers passent du trot au galop. Le poids combiné de milliers de chevaux lancés à pleine vitesse, montés par des guerriers en armure complète, constitue une force irrésistible. C'est le marteau de fer qui va écraser l'enclume. Les 2 masses de cavalerie entrent en collision avec un fracas apocalyptique. Les lances se brisent en transperçant les corps. Les épées s'abattent sur les crânes et les épaules. Les chevaux se percutent, se renversent, piétinent les blessés. C'est une mêlée confuse, brutale, sanglante. Hommes et bêtes hurlent, se débattent, meurent dans un chaos indescriptible. Mais rapidement, l'avantage bascule du côté d'Othon. La cavalerie lourde germanique, mieux armée, mieux protégée, montée sur des chevaux plus puissants, enfonce les lignes magyars. Les cottes de mailles résistent aux coups de sabre des nomades. Les longues épées germaniques fendent les armures de cuir. La masse même des destriers bouscule les petits chevaux de steppe. Les Magyars reculent. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. Othon est au cœur de la bataille, combattant comme un simple soldat. Il frappe de sa lance, puis de son épée quand la lance se brise. Ses gardes du corps le protègent, repoussant les attaquants qui tentent de l'atteindre. Le roi porte une armure magnifique, ornée de dorures, facilement reconnaissable. Les Magyars essaient désespérément de le tuer, sachant que sa mort pourrait encore renverser la situation. Mais les meilleurs guerriers saxons forment un rempart vivant autour de leur souverain. La ligne magyare commence à se fragmenter. Des groupes de cavaliers se détachent, tentent de reformer ailleurs, sont à nouveau enfoncés par la cavalerie germanique. Bulxu essaie de rallier ses troupes, de les faire tenir. Il ordonne une retraite feinte, espérant encore attirer les Germains dans un piège. Une partie de ses forces recule en bon ordre, se regroupe à distance, puis fait volte-face pour contre-attaquer. Mais Othon a anticipé cette manœuvre. Il ordonne à ses divisions de maintenir leur cohésion, de ne pas se laisser entraîner dans une poursuite désordonnée. Les cavaliers germaniques stoppent leur avance, reforment leurs rangs, se préparent à recevoir la contre-attaque magyare. Quand celle-ci arrive, ils l'accueillent avec une nouvelle charge coordonnée. Les Magyars sont à nouveau repoussés, avec des pertes encore plus lourdes. Le tournant psychologique est atteint. Les guerriers Magyars, habitués à la victoire facile, réalisent qu'ils sont en train de perdre. La peur commence à se répandre dans leurs rangs. Certains cavaliers font demi-tour et s'enfuient sans attendre d'ordre. Cette panique se propage comme une traînée de poudre. En quelques minutes,
La retraite ordonnée se transforme en déroute générale. Des milliers de Magyars s'éparpillent dans toutes les directions, abandonnant leurs armes, leurs chevaux fatigués, leurs butins. Ils ne pensent plus qu'à sauver leur vie. Bulxu tente vainement de les arrêter, mais c'est impossible. La discipline magyare, efficace dans le raid et le harcèlement, s'effondre face à la défaite. Les guerriers nomades deviennent une foule paniquée. Othon ordonne alors la poursuite. Les divisions germaniques se lancent aux trousses des fuyards. C'est maintenant le massacre commence véritablement. Les cavaliers lourds rattrapent les Magyars épuisés et les abattent par centaines. Ceux qui tentent de traverser la rivière Lech se noient, alourdis par leurs équipements. D'autres sont acculés contre des obstacles naturels et massacrés sans pitié. La plaine du Lechfeld se transforme en un immense charnier. La poursuite dure plusieurs jours. Les détachements d'Othon traquent les survivants dans toute la région. Bulxu et Leuel, les deux principaux chefs magyars, sont capturés alors qu'ils tentent de fuir vers la Hongrie. Ils sont amenés enchaînés à Ratisbonne, où ils subissent un procès sommaire. Le verdict est sans appel, pendaison publique. Les deux chefs sont exécutés devant une foule immense, comme avertissement à tous les peuples qui oseraient défier le roi de Germanie. Les Magyars, capturés, subissent des traitements terribles. Beaucoup sont exécutés sur place, d'autres ont le nez et les oreilles coupées avant d'être relâchés pour qu'ils portent témoignage de la puissance germanique. Ces mutilations horribles sont censées dissuader toute nouvelle agression. Le message est clair. L'époque des raids impunis est terminée. Désormais, les Magyars paieront le prix du sang pour chaque incursion. Le butin capturé dans le camp magyar est colossal. Des chariots entiers remplis d'or, d'argent, de tissus précieux, d'armes. Tout le trésor accumulé pendant des décennies de pillage tombe entre les mains d'Othon. Le roi distribue généreusement ses richesses à ses fidèles, renforçant ainsi sa base de pouvoir. Les seigneurs qui l'ont suivi s'enrichissent considérablement. Cette générosité achète des loyautés pour des années. La défaite de Lechfeld frappe les Magyars comme un coup de massue. Les pertes sont terribles. Entre 3000 et 5000 guerriers tombent lors de la bataille et de la poursuite qui suit. Pour ce peuple nomade peu nombreux, c'est une hécatombe. Presque toute l'élite militaire, ces vétérans qui avaient terrorisé l'Europe pendant 60 ans, disparaît en quelques heures. Mais au-delà des morts, c'est leur réputation d'invincibilité qui s'effondre. Pendant 6 décennies, les Magyars ont semé la terreur de l'Italie au Danemark, apparaissant comme des démons insaisissables. En une seule journée, le mythe se brise. Ces guerriers redoutables ne sont que des hommes qui saignent et meurent comme les autres. Cette révélation psychologique change tout. Les survivants rentrent en Hongrie brisés, racontant la puissance écrasante de la cavalerie germanique, la férocité d'Othon, les mutilations infligées aux prisonniers. Les chefs pendus à Ratisbonne. Ces récits glaçants terrorisent la société magyare. Plus personne ne veut affronter les Germains, les raids contre l'Occident cessent brutalement. L'ère du pillage est terminée. Les chefs magyars comprennent qu'ils doivent trouver un nouveau mode de vie. Vivre de la razzia n'est plus possible. Leur survie dépend maintenant de leur capacité à s'intégrer au système européen. Cette transformation ne se fait pas instantanément, mais Lechfeld en marque le départ. Les Magyars abandonnent progressivement le nomadisme. L'agriculture, jusqu'alors méprisée et laissée aux esclaves, devient une activité acceptable. Les guerriers des steppes s'installent dans des villages permanents, construisent des maisons, cultivent la terre. En quelques décennies, les cavaliers nomades deviennent des agriculteurs sédentaires. Leurs descendants bâtiront des villes, des églises, des monastères. La christianisation accompagne cette mutation. La défaite a ébranlé la confiance dans les anciens dieux. Si les divinités magyares étaient si puissantes, pourquoi ont-elles permis un tel désastre? Cette interrogation ouvre la porte aux missionnaires catholiques qui pénètrent en Hongrie dès les années 960. En 985, un jeune chef nommé Vaik se convertit et prend le nom d'Étienne. Il reçoit une éducation chrétienne et développe la vision d'une Hongrie intégrée à l'Occident chrétien. Le 1er janvier 1001, avec l'appui du pape et la bénédiction d'Othon III, petit-fils du vainqueur de Lechfeld, Étienne est couronné premier roi de Hongrie. La couronne papale deviendra le symbole national hongrois pour les siècles à venir. Étienne impose le christianisme par la force. Il fait construire des églises partout, invite des moines occidentaux,
oblige ses sujets au baptême. Les païens récalcitrants sont exécutés ou exilés. En une génération, la Hongrie devient officiellement chrétienne. Étienne établit aussi une monarchie centralisée avec des comtés, des lois écrites, des monastères qui deviennent des centres d'éducation. La Hongrie barbare devient un royaume chrétien reconnu par toute l'Europe. Pour l'Occident, l'Eichsfeld marque un tournant historique majeur. C'est la fin de 7 siècles d'invasion barbare continue. Depuis la chute de Rome en 476, l'Europe a subi vague après vague de peuples venus des steppes, Huns, Vandals, Goths, Lombards, Vikings, Avars, Magyars. L'Eichsfeld met fin à cette longue période d'insécurité. Après 955, l'Europe peut enfin se développer sans craindre constamment l'arrivée de hordes pillardes. Les routes commerciales redeviennent sûres. Les villes se développent. Les monastères accumulent des bibliothèques sans craindre qu'elles soient brûlées. La population augmente. L'agriculture progresse. Cette sécurité nouvelle permet l'essor économique et culturel du XIe siècle qui mènera à la Renaissance. La victoire d'Othon a aussi des conséquences politiques immédiates. Le lendemain de la bataille, ses troupes le proclament empereur sur le champ de bataille même, dans une acclamation militaire qui rappelle les traditions romaines. 7 ans plus tard, en 962, Othon reçoit le couronnement impérial du pape à Rome. C'est la naissance du Saint-Empire romain germanique, qui durera jusqu'en 1806. Othon règne encore 11 ans, contrôlant l'Italie, mariant son fils à une princesse byzantine, fondant l'archevêché de Magdebourg pour évangéliser les Slaves, envoyant des ambassades jusqu'à Cordoue. Il meurt en 973, surnommé Othon le Grand par les chroniqueurs. Il a refondé l'Empire d'Occident et sauvé l'Europe de la menace magyare. La transformation des Magyars de pillards nomades en nations chrétiennes sédentaires est remarquable. Cette mutation, traumatisante sur le moment, leur permet de survivre et de prospérer. D'autres peuples nomades confrontés à la sédentarisation disparurent. Les Avars s'évanouirent sans laisser de traces. Seuls les Magyars réussirent à maintenir leur identité tout en changeant radicalement leur mode de vie. Le christianisme joua un rôle crucial. En adoptant la religion de leurs anciens ennemis, les Magyars trouvèrent un cadre qui légitimait leur nouveau mode de vie. L'Église offrait une structure administrative efficace, des lettrés, des missionnaires qui enseignaient l'agriculture et l'artisanat. La conversion fut une révolution civilisationnelle complète. Les monastères hongrois du XIe siècle devinrent des centres agricoles modèles. Les moines défrichaient les forêts, drainaient les marais, introduisaient de nouvelles techniques. En 2 générations, ces anciens nomades excellaient dans l'agriculture. Leur pays devint une terre fertile. Cette prospérité créa des surplus qui permirent le développement des villes, du commerce, de l'artisanat. La Hongrie médiévale devint un acteur économique important en Europe centrale. Pest et Bouda, futures composantes de Budapest, prirent leur essor sur le Danube, contrôlant un passage stratégique entre l'Est et l'Ouest. La position géographique de la Hongrie, initialement source de son agressivité nomade, devint un atout économique. Les rois hongrois, successeurs de Saint-Étienne, construisirent un royaume puissant. Au XIIe siècle, la Hongrie était l'un des États les plus importants d'Europe, avec une armée redoutable, combinant cavalerie lourde occidentale et cavalerie légère, perpétuant les traditions magyares. Ironiquement, la Hongrie devint un rempart de la chrétienté contre les invasions venues de l'Est. En 1241, quand les Mongols déferlèrent sur l'Europe, la Hongrie fut leur première grande victime occidentale. L'armée hongroise fut écrasée à Mohi. Les Mongols dévastèrent le pays. Ce fut une catastrophe comparable à ce que les Magyars avaient eux-mêmes infligé à l'Europe 3 siècles plus tôt. Le karma historique avait frappé, mais les Hongrois survécurent, reconstruisirent leur royaume et empêchèrent les Mongols de pénétrer plus loin en Occident. L'Eichsfeld avait créé cette Hongrie chrétienne qui, à son tour, protégea l'Europe. Les anciens agresseurs devinrent les défenseurs. Le cercle se referma. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman conquit les Balkans et s'attaqua à la Hongrie. En 1526, à Mohacs, l'armée hongroise fut anéantie. La Hongrie perdit son indépendance, partagée entre Ottomans et Habsbourg pendant 150 ans. Mais elle résista avec acharnement et survécut encore une fois. Ces épreuves forgèrent le caractère hongrois.
Un petit peuple linguistiquement isolé, entouré de Slaves et de Germains, ayant subi des invasions répétées, développa une identité farouche. Les Hongrois se perçoivent comme des survivants, des guerriers ayant tenu tête à tous les envahisseurs. La langue hongroise témoigne de cette histoire complexe. C'est une langue finno-ougrienne, isolée au milieu de l'Europe, qui a absorbé des milliers de mots turcs, allemands, slaves, latins. Certains mots remontent à l'époque nomade, arc, flèche, cheval sont des termes anciens qui connectent les Hongrois d'aujourd'hui à leurs ancêtres guerriers. La cuisine hongroise conserve aussi des traces de l'ère nomade. Le goulash, plat national, est une évolution du ragoût que les cavaliers magyars préparaient dans leurs marmites portatives. Les chevaux hongrois descendent partiellement des montures magyares originelles. Les sicos, gardiens de troupeaux à cheval de la grande plaine hongroise, maintiennent vivant ce lien avec le passé nomade. Lechfeld nous enseigne que l'identité et l'adaptation ne sont pas contradictoires. On peut changer profondément tout en restant soi-même. Les Magyars ont prouvé qu'une identité collective peut survivre aux mutations les plus profondes. La Hongrie moderne, membre de l'Union européenne et de l'OTAN, reste profondément hongroise. Ses habitants parlent une langue unique, possèdent des traditions distinctes, se sentent différents de leurs voisins. Cette persistance identitaire sur plus d'un millénaire est le véritable miracle hongrois. Et tout commence avec Lechfeld. Sans cette défaite, les Magyars auraient probablement disparu. La bataille qui semblait signifier leur fin marqua en réalité leur véritable commencement. C'est un paradoxe fascinant. La défaite qui sauve, la catastrophe qui crée. Pour l'Allemagne aussi, Lechfeld reste important. C'est l'une des grandes batailles fondatrices de l'identité germanique, prouvant que les tribus germaniques peuvent s'unir face à une menace existentielle. Aujourd'hui, les historiens s'efforcent de reconnaître l'importance réelle de la bataille sans tomber dans les mythifications nationalistes. Lechfeld fut effectivement un tournant majeur, non parce qu'une race aurait triomphé d'une autre, mais comme le choc de deux systèmes militaires, de deux modes d'organisation sociale. Et ce choc produisit non pas l'annihilation d'un camp, mais sa transformation. Le 10 août 955, quand les derniers Magyars fuyaient le champ de bataille, aucun d'eux n'imaginait que leurs descendants bâtiraient un royaume chrétien, qu'ils défendraient l'Europe contre les Mongols et les Turcs, qu'ils donneraient des saints et des savants à la chrétienté. Ils pensaient avoir tout perdu. En réalité, ils étaient au seuil d'une renaissance. C'est la plus grande leçon de Lechfeld. Les fins sont souvent des commencements. Ce qui semble être une catastrophe peut se révéler une opportunité. La défaite, si on sait en tirer les leçons, peut mener à la victoire. Lechfeld fut une bataille terrible qui coûta des milliers de vies. Mais elle permit aussi la naissance d'une Europe plus stable, plus diverse, plus riche. Elle transforma des ennemis en voisins, puis en partenaires. Elle prouva que les différences les plus profondes peuvent être surmontées. Si nous, Européens du XXIe siècle, vivons dans un continent relativement pacifique et prospère, c'est en partie grâce aux fondations posées il y a 11 siècles. Othon le Grand, Bulxu le Magyar, Saint-Étienne de Hongrie, et les milliers de guerriers anonymes qui combattirent à Lechfeld sont les architectes oubliés de notre monde. Le 10 août 955, dans la plaine du Lechfeld, plus qu'une bataille se déroula. Ce fut la rencontre de deux mondes, le choc de deux destins, le début d'une histoire commune. Ce fut le jour où 10 000 Allemands vainquirent 50 000 Magyars et sauvèrent l'Occident. Mais ce fut aussi, paradoxalement, le jour où les Magyars se sauvèrent eux-mêmes en perdant leur bataille mais en gagnant leur avenir.